Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour un nouveau numéro d'Accès Direct, votre rendez-vous quotidien de l'actu en Savoie-Mont-Blanc. Ce soir, au programme, je recevrai Frédéric Lardet, député La République En Marche de Haute-Savoie, qui s'est vu récemment refuser l'investiture de son parti dans sa course pour les municipales à Annecy. Elle sera notre première invitée de la soirée. Et puis, une délégation de la Forge sera présente dans quelques minutes. Retour sur les premiers bilans du tout nouveau tiers-lieu culturel de Faverges-Settenay. Des bilans plus que positifs. Et enfin, comme chaque vendredi, Camille Copin fera son entrée avec son agenda des sorties pour le week-end. Et vous le verrez, cette semaine encore, il y en aura pour tous les goûts. Bienvenue à toutes et à tous dans cette émission. On commence comme chaque soir avec les titres de l'actu. Salut Seb. Et avec toi, ce soir, d'ici une petite demi-heure, on va s'intéresser au pôle multimodal de Chambéry. Oui, ça a été inauguré ce matin en grande pompe à Chambéry en présence de nombreux élus et du nouveau président de la SNCF, Jean-Pierre Fanroudou, qui avait fait le déplacement. C'est d'ailleurs sa première visite officielle en tant que président. Il est donc venu visiter ce nouveau pôle d'échange multimodal qui va révolutionner la vie des transports à Chambéry. On verra notamment un reportage dans le journal avec les multiples problématiques. Et d'ailleurs, on y reviendra avec un petit live qui sera diffusé dans quelques minutes. Puis un autre sujet à l'actu ce soir, le sujet de la géothermie. Oui, direction la Suisse, du côté de Lully, un tout petit village de la commune de Bernay dans le canton de Genève qui donc abrite un forage géothermique exploratoire. Donc ça va nous permettre, en tout cas ça permettra de apprendre un petit peu mieux ce qui se passe sous la terre, notamment en termes de géologie et de géothermie. Reportage complet, 18h30 dans ce JT. Restez fidèles. Merci beaucoup Seb. Merci Manu. Je laisse finir de te préparer et j'accueille tout de suite notre premier invité, Frédéric Lardet. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous. Vous êtes la députée donc La République En Marche de la 2e circonscription de Haute-Savoie. Vous aviez annoncé fin juillet votre décision de vous présenter aux élections municipales dans la ville d'Annecy qui auront lieu donc en mars prochain. Mais à la suite de la commission d'investiture nationale qui s'est déroulée ce mercredi, La République En Marche donc a fait savoir qu'il préférait accorder son soutien à Jean-Luc Rigaud, maire sortant UDI. Première question, c'est la désillusion pour vous ? Non, puisque pour moi, la vraie campagne commence enfin. Le feuilleton de la Commission nationale d'investiture se termine enfin. Depuis le mois de juillet, ça a commencé à faire long. Nous avions déjà démarré notre programme, nos projets, à constituer notre projet et nos équipes. Et maintenant, la campagne sur le terrain a déjà commencé depuis la semaine dernière. On le voyait venir depuis quelques semaines quand même. Depuis 15 jours, il y avait des va-et-vient, même encore à 23h jeudi soir, la CNI hésitait, le Burex hésitait un petit peu à choisir, et puis la sentence est tombée, et cette sentence nous a libérés. Libérés, carrément, c'est-à-dire ? Libérés, oui, puisque pour nous, les petits arrangements politiques, l'avenir d'Annecy ne doit pas être lié à ces petits arrangements politiques. Et donc, nous souhaitions déjà auparavant construire une liste plutôt d'ouverture, une liste d'Annéciens issus de la société civile, avec des élus aussi expérimentés, et surtout une liste transpartisane. Donc, c'est ce que nous allons faire. Nous serons la première liste Annecy Respire sans étiquette. Alors, votre situation n'est pas vraiment un cas isolé. 9 autres maires sortants sont soutenus par le parti présidentiel. D'ailleurs, pour Guillaume Giboin, élu régional et ancien référent à La République En Marche de Haute-Savoie, il a réagi, je cite, « La République En Marche est devenue en 2 ans ce que nous dénoncions en politique il y a 3 ans ». C'est également votre avis ? Alors, ça dépend sous quels aspects. Sur l'aspect des municipales, malheureusement, on peut le regretter. Je pense que La République En Marche part perdant. Se rattache au maire sortant pour pouvoir afficher une victoire le 22 mars. Alors justement, est-ce que cela va-t-il remettre en cause votre engagement auprès du parti ? Non, au niveau du groupe La République En Marche, effectivement, c'est pour ça que je dis qu'il faut bien séparer les choses. Il y a les arrangements politiques au niveau des municipales et ensuite il y a l'action du gouvernement qui est une autre chose. Et je suis complètement l'action du gouvernement aujourd'hui. Donc on peut rester député LREM et être candidat sans étiquette pour les municipales, c'est pas un petit peu opposé ou en tout cas tendancieux comme situation ? Non, quand on est au Parlement, on est dans une majorité, on défend l'action du gouvernement.
On défend, donc c'est ce que je fais au quotidien, avec les points forts et les points faibles. Et des fois, quand ce sont des points faibles, je m'oppose à l'action du gouvernement, au travers d'amendements, au travers de votes. Donc pour moi, je continue mon parcours de député à l'Assemblée nationale dans un groupe majoritaire qui est le groupe La République En Marche. Vous le disiez il y a quelques minutes, la campagne commence pour vous. Ça implique quoi? Ça va être quoi la suite pour les prochaines semaines? Du terrain, aller à la rencontre des Annéciens. Nous avons déjà commencé des réunions publiques pour présenter notre projet, enfin quelques brides de projet, puisque nous allons le co-construire sur le terrain à l'écoute des Annéciens. Et nous le finaliserons pour début janvier, à la suite de l'ensemble de ces réunions publiques que nous faisons dans l'ensemble des 6 communes déléguées. Tout simplement. Merci beaucoup en tout cas Frédéric Larda d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci à vous. Et bon courage pour la suite. On reste dans l'actualité car ce matin était inauguré le pôle d'échange multimodal de Chambéry en présence du tout nouveau président de la SNCF. Une inauguration en grande pompe qui a donc été suivie, comme vous allez le voir sur ces images, par beaucoup d'officiels ce vendredi matin. Il faut dire que le chantier a nécessité près de 24,9 millions d'euros. Je vous propose justement à ce sujet de regarder un extrait de notre live réalisé donc ce matin par Sébastien Germain et Fanette de Buisson. On se retrouve juste après. Et ils nous ont retrouvés dans le hall d'Arrive. Vous faites un direct là ou pas? Oui, on fait un direct, Laurent Wauquiez. Alors, c'est une journée importante? Bah oui, on est fiers quand même. On est sur une des gares les plus importantes de notre région. Avant, elle était minable. C'était une toute petite gare qui n'était pas digne de Chambéry. Là, maintenant, elle est magnifique. On aura la vue sur les Bauges quand les nuages sont dégagés. C'est fonctionnel. Voilà, c'est tout ce qu'on aime. Une région qui bouge. Merci. Donc la région qui a financé à hauteur de 20% ce nouveau pôle multimodal. Donc je vous le disais, là, les cadres de la SNCF sont attendus dans quelques minutes. Le nouveau président, Monsieur Farandou, le directeur général sera aussi présent. Donc je suppose que pour la SNCF, ce nouveau pôle, c'est plutôt une belle vitrine, alors que les sujets polémiques sont nombreux, avec l'ouverture à la concurrence, la réforme du statut des cheminots, les différentes dessertes des petites lignes, des lignes TGV. On en a beaucoup parlé en Pays de Savoie. Il y a eu pas mal de mobilisations des associations d'usagers, des syndicats. On vous l'a montré tout à l'heure, quelques manifestants sont devant cette gare. Au-delà de l'inauguration en tant que telle, c'était surtout le nouveau président de la SNCF qui était donc attendu par les élus locaux et les cheminots ce matin. On fera d'ailleurs un point complet sur ce dossier avec un reportage dédié dans le JT d'ici quelques minutes. Et puis vous n'allez pas y couper, c'est l'heure de notre habituelle revue de presse. Si je vous dis 9 novembre 1989, normalement, logiquement, vous pensez à la chute du mur de Berlin. Et oui, c'était il y a 30 ans déjà. Et pour marquer le coup, comme on dit, l'artiste Jacques Kaufmann et le musée Ariana de Genève proposent une opération symbolique. Après la projection de capsules vidéo et de documentaires, le public sera invité à prendre masses et marteaux pour faire tomber une réplique du mur de Berlin. À l'issue de cette opération, les briques seront vendues au profit de l'ARFEC, l'association romande des familles d'enfants atteints d'un cancer. Oui, je m'avance un peu sur la chronique de Camille Copin, mais je vous parie qu'elle n'en parlera pas, donc je prends un petit peu d'avance. Et puis tout de suite, depuis culture avec un mur, on passe de culture hors les murs. Avec moi sur ce plateau, j'ai Nadia Girolka, chargée de développement de la politique culturelle de la ville de Faverges, accompagnée de Philippe Serre, directeur général des services et des affaires culturelles de cette même mairie de Faverges-Septenay. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec moi sur ce plateau. Merci de nous recevoir. On va évoquer forcément le tiers-lieu, la Forge, inaugurée il y a un mois et quelques jours. On commence à faire les premiers bilans et des bilans, à ce que j'ai compris, plus que positifs. Déjà pas mal de personnes qui se sont massées dans ce nouveau lieu. Oui, on est vraiment contents. On a reçu plusieurs centaines de personnes depuis un peu plus d'un mois, là, depuis le 21 septembre, notamment au cours de la fête de la science, puisqu'on a reçu plusieurs centaines d'élèves. Donc c'est vraiment des événements importants qui marquent le territoire. C'est un début tonitruant. On s'attendait à une telle affluence concrètement ou aujourd'hui ça se fait petit à petit un peu au jour le jour? Ça se fait de fait un peu au jour le jour, mais non, si on veut être sincère, on ne s'attendait pas à autant d'affluence.
Ça veut dire qu'il y a une attente de la part de la population. Ça veut dire aussi que la diversité de ce qu'on a pu proposer en 1 mois et demi répond à un moment à des envies, à des choses qui n'étaient peut-être pas comblées sur le territoire et pas comblées en hyper proximité surtout. Ah, hyper proximité, c'est-à-dire que ce soit les habitants qui soient finalement acteurs aussi du projet? C'est très important que les habitants soient acteurs du projet. C'est la méthode qu'on a choisie, qu'on a développée. Il y a une charte des valeurs d'ailleurs, si tu veux en dire peut-être un petit mot. Oui, on a décidé, parce qu'il y a quand même une pluralité d'acteurs qui développent ce projet-là. On est plus de 60 partenaires à gérer de manière collégiale le management du projet. Et on a aussi décidé de faire appel à des coopérateurs habitants. Donc les coopérateurs, c'est pour nous plus que des bénévoles, c'est vraiment des habitants qui peuvent s'impliquer de manière diverse dans le développement du projet en partageant leur réseau, en partageant leurs compétences, en participant au développement sur la réflexion du projet, en donnant un coup de main ou que sais-je encore. Et donc du coup, c'est super important pour nous c'était super important pour nous qu'on puisse définir des valeurs communes qui régissent ce lieu-là. Alors finalement, c'est un maillage de plusieurs strates avec les professionnels, avec les habitants, avec les acteurs associatifs, les acteurs créatifs, j'imagine. Ça s'est fait à peu près naturellement, déjà, où il a fallu pousser, il a fallu un petit peu chercher pour mettre tout le monde en commun. Ça se fait aujourd'hui assez naturellement, mais on ne peut pas dire que ça soit instinctif comme démarche. Surtout venant d'une mairie. Au départ, c'est quelque chose qui est impulsé par la mairie de Favers-Châtenay. Les élus ont fait le choix, un choix courageux, c'est de dire on impulse, mais on laisse les acteurs de terrain, les habitants, les équipes de professionnels s'emparer du sujet. Et donc, forcément, ce n'est pas instinctif tout ça. Mais ce qu'on voit là au quotidien, c'est que bien que ça ne soit pas instinctif, en fait, c'est fluide. C'est fluide parce que, Nadia le disait, dès l'instant qu'on partage des valeurs, on peut se retrouver à n'importe quelle strate, être partenaire, être coopérateur, être dans l'équipe, etc., être spectateur, simplement. En fait, on s'aperçoit qu'il y a une âme qui est en train de se créer, que tout le monde tire dans le même sens, qu'il y a de la bienveillance entre tout le monde. Et donc, on réussit quelque chose qui, pour nous, est assez unique, c'est-à-dire développer un projet avec une horizontalité totale, une liberté totale et une vraie efficacité. Parce qu'en 1 an, l'idée du projet, ça a 1 an. Ça va pas, voilà. D'ailleurs, le projet a évolué de telle manière parce qu'on a été une pluralité de personnes à le réfléchir. Alors on le rappelle au cas où, La Forge c'est un lieu de création, de diffusion et apprentissage culturel et artistique. Aujourd'hui, elle commence, on le disait, à vivre, à recevoir les quelques premiers milliers de visiteurs, à commencer, on le disait, par les scolaires qui ont investi les lieux à l'occasion de la Fête de la Science. Ça a été vraiment la première mise en branle de toute la structure, vraiment les premières phases de vie. Déjà, ça a donné le sourire, ça a convaincu finalement dans tous les acteurs de la nécessité de ce projet. C'est vrai que les scolaires, c'est aussi c'est extrêmement important pour nous parce que historiquement, sur ce territoire, il y a aussi le projet Fabricart, que coordonne avec moi Nadia également. Le projet Fabricart, c'est pour les jeunes et les enfants sur le territoire, aller à la rencontre d'artistes, créer eux-mêmes, se donner confiance, etc. On avait parlé d'ailleurs sur ce plateau il n'y a pas si longtemps. Et donc, ce capital-là, il est extrêmement important pour développer tout le reste. Aujourd'hui, les équipes pédagogiques, les écoles, le collège, le lycée, etc., tous ces gens-là sont convaincus que la culture peut apporter beaucoup dans l'émancipation des jeunes et des enfants. Et donc, ils ont été tout de suite, en fait, des partenaires de ce projet. Et c'est vrai que quand on voit des semaines comme la semaine de la Fête de la Science, avec 400 gamins qui courent partout et qui reviennent avec leurs parents le samedi en plus, pour voir un planétarium, pour voir les étoiles ou les planètes selon l'heure, pour découvrir un Fab Lab. C'est extraordinaire. Et là, on capitalise 3 ans aussi de développement culturel par le biais de Fabricart. La Forge a également été retenue par le ministère de la Culture comme pour le programme Microfolie. Ça a été un coup de boost pour la structure, ça a assis un petit peu tout ça ou c'était déjà lancé concrètement ? Microfolie, peut-être Nadia en dira un mot. Nous, ce qui est certain, c'est que Microfolie, c'est aussi une manière, j'allais dire, d'appuyer le projet et de lui donner un peu un label d'une certaine manière, puisque c'est un projet développé par le ministère et par la Villette. Donc ça, c'est important pour nous. C'est une reconnaissance. C'est la première des 2 Savoie. Voilà.
Et ça permet en plus d'élargir le spectre purement artistique qu'on avait au départ sur des choses très larges autour des arts numériques, autour de la culture scientifique, etc. Et il y a trois parties dans Microfolie, si tu veux en dire. Oui, donc du coup, il y a le musée numérique. Donc c'est ce qu'on voit un petit peu à l'écran là, avec les enfants qui peuvent avoir accès à plusieurs collections des grands musées nationaux via des tablettes numériques. Il y a aussi un café citoyen qu'on a appelé nous le CAF Pop. Et il y a aussi la réalité virtuelle. Donc là, aujourd'hui, on propose avec des casques de s'immerger dans différents univers. Alors, et le Fab Lab. Et le Fab Lab. Et le Fab Lab. Et vous le disiez justement, c'est vrai qu'il y a eu la création des cafés pop qui finalement visent à créer une certaine pérennité dans le projet avec des rendez-vous réguliers. Ça a été à l'initiative du projet. Déjà, c'était un des points clés. Oui, l'idée c'était dans ces cafés pop, donc ces cafés citoyens, c'était de permettre d'amener la connaissance, mais de manière extrêmement conviviale, de manière extrêmement simple. Donc on a toute une palette d'intervenants. Effectivement, il y a à peu près un rendez-vous par mois. Donc ça permet de scander à un moment la vie du lieu. Il y a des chercheurs, il y a des écrivains, des journalistes, il y a des habitants, tout simple. On va recevoir des habitants qui ont passé un an de woofing en Amérique du Sud, qui vont venir expliquer ça. Il y a des artistes. Donc tout ça, ça permet en fait de diversifier et surtout de placer la Forge dans une logique vraiment universelle. Tout le monde est bienvenu, tout le monde peut y trouver des choses qui l'intéressent et une logique d'approfondissement, d'amélioration de l'individu. Voilà. Alors aujourd'hui, justement, il y a plusieurs rendez-vous qui sont actés, il y a des heures d'ouverture. À terme, le projet, c'est d'ouvrir les portes tout simplement tous les jours aux habitants, aux volontaires, aux bénévoles. Oui, voilà. Ça, c'est la volonté à terme. Après, bon, c'est quand même un gros projet qui va se tisser au fil du temps. Donc là, pour le moment, on ouvre des petites activités. Ce n'est pas ouvert au public tous les jours, toute la journée, mais sur certains temps. Et puis voilà, au fur et à mesure, au fil des années, on va aboutir à ça. Sachant qu'il reste encore beaucoup de travaux à effectuer et que finalement, là, on en est encore à la moitié finalement de ce projet de la Forge. Il y a encore d'autres structures qui doivent voir le jour à l'intérieur de ce bâtiment. Moitié, je ne sais même pas si on en est à la moitié. On en est au début. Il reste énormément de boulot. La volonté de tout le monde, ça a été de dire, on ouvre. On dit, on assume de dire qu'il existe quelque chose, qu'il y a une volonté, qu'elle est partagée. Et on ne dit pas aux gens, il va se passer quelque chose, rendez-vous dans 5 ans. Venez tout de suite, venez construire avec nous. Il reste des travaux à faire, enfin, beaucoup de travaux. Mais il reste surtout des travaux dans la tête à faire, des travaux pour construire à un moment une société aussi qui soit plus bienveillante, une société du partage, une société éco-responsable, etc. Il y a des très grandes valeurs qui sont portées par ce lieu. Et tout ça, ce n'est pas qu'une question bâtimentaire de travaux. Donc oui, là, il y a un petit peu. Et en fait, il y aura de plus en plus tout le temps et il y aura des choses, moi je n'ai pas peur de le dire, on n'a pas peur de le dire, il y a plein de choses qui vont se passer à la Forge qu'on ne sait même pas nous aujourd'hui. Et c'est tant mieux, c'est tant mieux, on a rencontré encore cet après-midi quelqu'un de passionnant, on en rencontre tous les jours des gens passionnants qui ont envie qu'on leur donne un peu de place et pour développer ce qui est leur passion, ce qui est leur envie d'améliorer, de transmettre, etc. C'est vraiment quelque chose de très beau qu'on vit. Et d'ailleurs, on aura notre premier groupe de travail avec une partie des coopérateurs habitants la semaine prochaine pour enrichir le développement du projet. On peut venir, c'est ouvert, il faut réserver, comment ça se passe? Alors, il faut être coopérateur. Ok. De ce qui se passe coopérateur, c'est-à-dire pour les néophytes? Alors, pour être coopérateur, il suffit simplement de s'inscrire sur Internet, donc me contacter par mail, j'envoie un petit lien. On s'inscrit dans différents domaines d'investissement qui nous intéressent. Donc, comme je disais tout à l'heure, partager ses réseaux, partager ses compétences, donner un coup de main, avoir des idées, voilà, c'est assez vaste. Et puis surtout, signer la charte des valeurs qu'on a décidé tous ensemble. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à mes questions. Vous l'avez compris, s'il y a des efforts à faire dans un endroit, si vous avez envie de créer quelque chose, de rentrer dans un réseau, c'est direction la Forge qu'il faut aller. Merci beaucoup à tous les deux. Bon courage pour la route du retour, le long du lac. Puis j'accueille comme chaque semaine notre troisième invité, Camille Copin, qui revient pour la 45e semaine avec dans son baluchon plein d'idées pour trouver la motivation et sortir de sa maison. Bonsoir Camille. Salut Manu. Ça va? Oui, ça va bien. Bientôt la fin de la semaine. On est d'accord. On est raccord. Et avec toi ce soir, si vous le voulez bien, on va commencer avec des idées pratiques, puisque tu as commencé à nous parler de bourse au ski.
Voilà, je sais pas toi comment tu vois ton hiver, Manu, si tu es J'ai besoin de plutôt fixation. au chaud ou sur les pistes. Voilà. En tout cas, pour ceux qui veulent aller sur les pistes, il y a effectivement des bourses au ski qui sont organisées pour pouvoir revendre son matériel si on en a trop, ou si on veut changer tout simplement, ou pour pouvoir en acheter si on a besoin d'en acquérir. Alors, ce sera dans quel coin ce Alors, week-end? alors déjà, il y en a partout. Il y en a partout. Bon. C'est la Merci, période, Camille. clairement. Vous pouvez aller sur le site skiinfo.fr. Eux, ils ont tout répertorié par date, par lieu, etc. Moi, j'en ai repéré 3 pour ce week-end, 2 en Haute-Savoie, une en Savoie. Donc, on commence avec celle de Cran-Gévrier. Ça se passera au gymnase sous Aléry. Le dépôt se fait ce soir de 19h à 21h. La vente se fait samedi de 9h à 19h et dimanche de 9h à midi. On récupère les invendus le dimanche entre 14h et 17h. Du côté d'Annemasse, ça va se passer au complexe Martin Luther King. Le dépôt du matériel se fait le samedi entre 14h et 16h30. La vente se fait uniquement le dimanche de 9h à 17h. Et pareil, on vient récupérer son matériel entre 17h et 18h30. Et pour le Bourget du Lac, ça se passe à l'espace La Traverse, samedi et dimanche de 10h à 18h. Les dépôts et les retraits se font en permanence, tout au long de la journée, tout le week-end. 10 articles maximum par déposant. Donc voilà, il y en a pour tous les goûts, on peut trouver du matériel facilement. Et puis vous retrouvez toutes les infos sur les sites des diverses... voilà, comme je l'ai dit, Ski Info qui répertorie tout, mais aussi des diverses associations qui organisent ce genre d'événements. Et au cas où le ski, ça ne parle pas à tout le monde, on peut faire des choses en Suisse aussi. On peut faire des... J'étais en train de me dire, mais qu'est-ce qu'il me dit? Tout à fait, on Il peut a fait aller une aux liaison automnales. avec son prochain événement, excuse-moi. Oui, voilà, on peut aller aux automnales. Ça a débuté aujourd'hui, ça restera ouvert jusqu'au 17 novembre à Palexpo, donc à Genève. C'est une 11e édition avec comme hôte d'honneur les hôpitaux universitaires de Genève qui proposeront des activités interactives et ludiques pour s'informer tout simplement sur sa santé, sur ce qu'on peut faire. Il y a plusieurs salons parallèles pour ceux qui n'y sont jamais allés, avec des thèmes distincts. Il y en a 12 cette année, d'habitude c'était 8. Je les cite, donc il y a le salon Bébé et moi, le salon du mariage, Arvinis, qui est donc le salon suisse du vin, le monde des trésors, la montagne, le salon nautique du Léman, les expositions félines et canines internationales, le Japan Cosplay, le salon de la voyance, le stock armé et le salon de l'art du mouvement, ainsi que le grand espace Cook and Show. Clairement, s'il y a quelque chose à voir, c'est là-bas. Okay. Il y a à peu près tout. Il y a également plusieurs temps forts. J'en ai noté un qui est les 10 km de Palexpo, un petit peu de sport quand même. C'est une course qui réunit chaque année à peu près 500 participants dans les halles encore désertes avant que Palexpo ouvre pour accueillir les autres visiteurs. C'est une course en binôme qui permet donc de visiter en express le salon. La course se déroule samedi, donc demain matin à 9h avant l'ouverture. Au niveau des tarifs, il faut compter 14 francs suisses sur place pour aller voir le salon, 10 francs suisses sur Internet et sachez que c'est gratuit lundi, mardi et mercredi et c'est ouvert du lundi au samedi de 11h à 21h et le dimanche de 10h à 20h. Ça fait beaucoup d'informations. Merci Camille, Voilà. c'était exhaustif comme on dit. Au cas où on veut y aller, il y a trop de monde à Bardonnay ou on se tape un coup de démotive, on peut aussi s'arrêter juste avant la frontière à Gaillard. Exactement, une initiative qu'on peut faire au chaud pour une bonne cause et en soirée. Donc c'est la maison Coluche qui organise ce samedi 9 novembre la nuit du jeu de 18h à 2h du matin à la salle Louis-Simon qui est donc à Gaillard. Le concept c'est de venir découvrir plus d'une centaine de jeux. On peut y aller seul, on peut y aller entre amis, on peut y aller en famille. On a des jeux de plateau classiques, des plus modernes, des plus vieux. On sera guidé par des bénévoles et des animateurs de jeux pour découvrir donc, ces petites pépites. C'est un concept qui est sympa, qui nous permettra de profiter des longues soirées d'hiver qui s'annoncent. Au niveau des tarifs, c'est 5 € pour la soirée et tous les 5 € sont reversés au profit des Restos du Cœur. Donc en plus, c'est une bonne action. On passe un bon moment et on aide les autres. Et parce que l'agenda de Camille Copin est ce qu'il est, on ne pourrait pas passer à côté des marchés des créateurs. Je sais que tu adores ça en plus, Manu. J'y passe mes Donc, week-ends. Voilà. Voilà, il n'y a pas de saison pour se faire plaisir. Noël approche quand même. Alors, tranquille, ça, hein, c'est on bien est que vu, ça. mi-novembre, mais il faut quand même... on commence à y penser tout doucement. Et donc, l'idée, c'est d'aller dans des marchés de créateurs pour offrir des petits cadeaux un peu plus éthiques et fabriqués à la main. C'est donc ce samedi 9 novembre au salon... à Bonlieu Scène Nationale, à Annecy, salle Eugène Verdun. Il y aura donc un marché de créateurs Etsy de 10h à 20h. C'est très porté sur l'art, les bijoux, la déco. Mais voilà, il y aura un petit peu de tout à Annecy. L'entrée est gratuite et il y a quelques ateliers qui sont proposés au cours de la journée sur inscription. Ça, c'est pour Annecy. Et côté Savoie, il y en a également un à Chambéry
Donc c'est le fameux marché des créateurs mensuel. C'est-à-dire que chaque deuxième samedi du mois, vous pouvez retrouver sur le boulevard de la Colonne un marché des créateurs de 9h à 19h, où vous pouvez également dénicher des tas d'idées très sympas. Une bonne action d'envergure nationale. Oui, c'est Vincent de la librairie BDFU qui nous en avait parlé la dernière fois pendant sa chronique. C'est l'opération Donner à lire. Donc c'est jusqu'au 20 novembre. Si vous achetez des livres dans une librairie indépendante, n'hésitez pas à ajouter un livre jeunesse à vos achats. Une fois qu'il est acheté, vous le laissez tout simplement à la librairie qui, elle, le redonnera au Secours populaire, qui, eux, le redonneront à un enfant qui en a besoin. Donc voilà, c'est un joli geste. Comme j'étais un peu en mode cadeau de Noël, je me suis dit que c'était toujours sympa de reparler de cette opération. Et si tout ça n'a plu à personne, au cas où, il reste le loto. Au cas où, il reste le loto. Écoute Manu, je me disais, je n'ai jamais parlé de loto depuis le début que je fais ma chronique. Donc voilà, une fois n'est pas coutume, on va en parler. On a un loto. On a un loto. Mais attention, on a un loto des enfants. Ça se passera ce dimanche 10 novembre à 13h30. C'est organisé donc à la salle des fêtes de Lulin. C'est donc ce loto des enfants qui est accessible facilement pour eux, puisque les cartons sont en images, c'est un peu plus facile. Au niveau des tarifs, on est sur 5 € le carton, 12 € les 3. Et il y a évidemment, comme chaque loto, des nombreux lots à gagner. Et très axé famille. Donc on a des entrées dans des attractions locales, on a des jeux et en gros lot un week-end en famille, voilà, à passer tous ensemble. Donc je trouvais ça très sympa et j'ai décidé d'en parler. Et pour ton dernier événement, tu m'as fait un petit pitch en me notant, je cite, un salon des vins pour financer des trucs chouettes et la bonne cause. Voilà, c'est à peu près tout résumé. Ça se passe à Sévrier. Depuis 1998, le Lions Club Anne-Silac organise donc son salon des vins à l'espace rencontre de Sévrier. Il aura lieu donc ce week-end, samedi et dimanche, de 10h à 19h. 79 viticulteurs y sont attendus pour parler de leur production et les faire déguster avec modération. Au niveau des tarifs, c'est 4 € l'entrée, c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Et tous les bénéfices de cette manifestation sont reversés au profit des œuvres sociales du club. L'année dernière, ils ont permis de financer l'aménagement d'un trimaran au club de voile de Sévrier pour que les handicapés moteurs puissent naviguer. Donc voilà, effectivement, c'est un salon des vins. On peut acheter quelques bouteilles et tous les profits sont donnés pour faire des belles actions. Merci beaucoup, voilà. Camille, pour toutes ces idées. Je suis sûr qu'on retrouvera beaucoup de nos téléspectateurs parmi ces événements. J'espère bien, avec tout ça quand même, normalement, tout le monde doit trouver quelque chose. On leur a donné les clés, en tout cas. Merci beaucoup, Camille. On est déjà à la fin de cette émission. On se retrouve tout de suite pour le JT. C'est juste après la pub. Restez fidèles. À tout de suite.